Alors pour le dossier 4, qu'on va entamer maintenant, c'est un dossier qui est un peu vache. Un peu vache parce que soit on a travaillé la question et on a tous les points très facilement, soit on n'a pas travaillé la question parce qu'on ne l'avait pas vue, parce qu'on pense que c'était pas au programme, et là vraiment on s'étale complètement. Dans le programme actuel de l'ECN, cette question s'intègre dans la question facteur de risque cardiovasculaire. Dans le nouveau programme de l'ECN, qui concerne apparemment ceux qui vont entrer en D3 dans un an, donc pas cette année directement, eh bien c'est une question à part entière qui s'appelle connaître les recommandations pour la prise en charge des dyslipidémies. Je pense que le fait qu'il y ait une question qui maintenant soit présente dans le programme, même si ce n'est pas valable pour l'année 2008, mais pour l'année d'après, montre la volonté de ceux qui font le programme que les candidats connaissent les recommandations des dyslipidémies. Or, comme ça fait partie du programme par le biais des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est très important de connaître ces recommandations qui sont un peu compliquées, mais qui sont carrées et pour lesquelles il suffit de les télécharger, de les apprendre. Il y a une page à télécharger pour connaître ces recommandations, et quand on les connaît, eh bien, le sujet sur lequel vous avez travaillé, qu'on va corriger maintenant, est enfantin. Alors on va le lire ensemble. Un homme de 45 ans vous consulte car, suite à un bilan systématique, il lui a été dit qu'il a du cholestérol. Son poids est de 86 kg, sa taille de 1m70, il fumait jusqu'à l'âge de 40 ans, il en a 45, je le rappelle. Dans ses antécédents familiaux, on note un diabète gras chez sa mère et un infarctus chez son père à 75 ans. Son bilan sanguin, donc il vient vous voir pour du cholestérol, montre cholestérol total 2,60 g, HDL cholestérol 0,38 g, triglycérides 2 g par litre, glycémie 1,08 g. Alors peut-être vous vous dites, oulala, j'espère qu'on va me donner les valeurs normales dans le dossier. Eh bien non, on ne va pas vous les donner parce que ça, vous devez les connaître. Elles font partie des recommandations officielles. Vous devez les connaître. Il n'y a pas de valeur normale, comme il y a une valeur de TSH qui dépend du laboratoire, comme il y a une valeur de transaminase de bilirubine qui dépend du laboratoire. Non, ce sont des valeurs qui doivent être considérées comme universelles, connues. Dans tous les laboratoires, ce sont les mêmes. Alors, voyons les questions de ce dossier. Première question, dans le contexte de ce patient, quelles données, singulier au pluriel, de l'examen clinique manquent pour analyser la situation? Alors, il y a un message derrière cette question, parce qu'évidemment, données cliniques, on peut en voir 50, et la fréquence cardiaque, et la fréquence respiratoire, et la palpation du ventre, et est-ce qu'il a mal à la poitrine? On peut en voir, il y a 50 possibilités. Mais il y a un message derrière cette question, c'est que quand on est devant une dyslipidémie, eh bien, il faut avoir une évaluation de tous les facteurs de risque. Donc, je vous donnerai la réponse, mais déjà, vous pouvez deviner. Deuxième question, quelles données biologiques devraient également être fournies pour interpréter le bilan lipidique? Donner sa valeur après avoir montré comment vous pouvez l'évaluer. Troisième question, interpréter les données du bilan lipidique, les résultats du bilan lipidique. Quatrième question, quelles mesures thérapeutiques mettez-vous en œuvre immédiatement? Cinquième question, ce patient revient vous consulter 3 mois plus tard avec un nouveau bilan. Son poids est maintenant de 81 kg. Il a perdu du poids. Sa pression artérielle est mesurée à 132,85. Le bilan donne les résultats suivants. Cholestérol total 2,40 g, HDL 0,42 g, triglycérides 1,40 g et LDL cholestérol 1,70 g. Donc là, il faut comparer le bilan actuel au bilan initial. Parce que même si on ne vous le demande pas, il va être nécessaire de donner une interprétation. Quand on a un bilan avant, on a un bilan après. C'est de bon ton dans une réponse de dire qu'est-ce
qu'il en est advenu par rapport à depuis la première consultation. Prescrivez-vous un traitement médicamenteux hypolipémiant lors de cette consultation? Justifiez votre réponse. Question 6. Ce patient revient vous voir 2 ans plus tard. Il n'a pas consulté depuis, car tout allait bien pour lui, pas de problème, pas de symptômes. Et il y a un bilan proposé gratuitement par son entreprise qui donne les résultats suivants. Cholestérol 2,20 g, HDL 0,37 g, triglycérides 1,60 g, LDL 1,51 g par litre. Donc là, je vous propose également de mettre à nouveau ce bilan lipidique à côté du bilan précédent pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et vous voyez que le LDL cholestérol a baissé, que les triglycérides sont à nouveau remontés, c'était normalisé, ils sont remontés, que le HDL cholestérol qui était normalisé, c'est à nouveau réduit. Alors il vous dit qu'il fait toujours attention au régime anti-cholestérol. Il prend même des margarines anti-cholestérol vendues en grande surface. Vous connaissez la margarine proactive ou les margarines Collegram. Vous connaissez Jacques Weber aussi à la télé qui propose les yaourts anti-cholestérol qui lui permettent de lutter contre son cholestérol. Donc ça, il l'a vu, il connaît. Et il vous dit qu'il est bon élève, il prend même ces produits-là. En revanche, c'est quand même un en revanche, il avoue qu'il a repris la cigarette depuis 1 an. Donc il prend les produits anti-cholestérol, mais il se remet à cloper. Le poids est de 83 kg. La pression artérielle est aujourd'hui mesurée à 135,85 après 5 minutes de repos. Attention, sous un traitement antihypertenseur. Autrement dit, il y a quelqu'un qui depuis 2 ans, il vous a pas été fidèle. Et il y a quelqu'un qui lui a mis un traitement par Amlor. Amlor, c'est un antihypertenseur, c'est un inhibiteur calcique. Ça a été introduit il y a 6 mois par un autre médecin. En revanche, actuellement, il vous dit qu'il ne prend pas d'autres médicaments. Commentez le bilan lipidique actuel. Votre attitude thérapeutique change-t-elle? Justifiez votre réponse. Donc vous voyez que là, si on ne connaît pas les recommandations officielles, on ne sait absolument pas où l'auteur veut nous mener. On a l'impression que c'est des questions répétitives. Et si on ne connaît pas les recommandations, on ne saura vraiment pas répondre de façon correcte. 7e question, vous avez décidé d'introduire une statine à ce patient. Comment surveillez-vous ce traitement? Donc là, à la limite, il suffit de connaître le médicament et la surveillance. Même si on ne connaît pas les recommandations, on pouvait y répondre. 8e question, peu de temps après la mise en route du traitement, le patient signale des crampes musculaires. Quel examen lui demandez-vous d'effectuer? Le résultat de cet examen est normal. Que faites-vous? Alors là, c'est très pratique, c'est une situation très fréquente. Première cas de figure, si les crampes sont en fait très peu gênantes. Deuxième cas de figure, si ces crampes sont souvent invalidantes. Alors, vous avez réfléchi donc à ce dossier. Peut-être vous connaissez les recommandations, tant mieux pour vous. Peut-être vous ne les connaissez pas. Et dans ce cas-là, je vous propose de les revoir dans un instant. Et déjà, première chose, de savoir comment on interprète un EAL. Ce qu'il faut demander comme bilan lipidique quand vous faites un dépistage ou un diagnostic selon les recommandations, c'est EAL, exploration d'une anomalie lipidique. Ça doit vous donner 3 informations, même 4 informations. Le cholestérol total, ici je ne l'avais pas mis, mais en réalité c'est probablement le moins pertinent parce que ce n'est pas sur ça que vous allez prendre vos décisions thérapeutiques. Les triglycérides, le HDL cholestérol, et ensuite, vous allez vous-même calculer le LDL cholestérol si le laboratoire ne l'a pas fait. En général, ils le font, mais le LDL cholestérol qui vous est donné est calculé à partir du cholestérol total, des triglycérides et du HDL cholestérol. Donc l'intérêt du cholestérol total, c'est surtout pour calculer le LDL si le labo ne vous l'a pas fourni. On peut parler, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi, d'un bilan lipédique normal, si le LDL est inférieur à 1,60 g par litre, que les triglycérides sont inférieurs à 1,50 g et que le HDL est supérieur à 0,40 g. Mais cette notion de normalité, elle ne veut pas dire grand-chose parce que il faut savoir qu'il y a une deuxième notion qui est la notion de valeur d'instauration d'un traitement médicamenteux et de notion d'objectif thérapeutique. Autrement dit, il y a une question qu'il faut se poser systématiquement. Est-ce que quel est le seuil d'intervention médicamenteuse du patient? Donc je reprends, je décode.
Première question, le patient a-t-il une hypercholestérolémie? Est-ce que le LDL est au-delà d'1,60 g? Deuxièmement, même si c'est au-dessus d'1,60 g ou si c'est en dessous d'1,60 g, à partir de quel niveau de LDL je vais devoir introduire un traitement médicamenteux? Et retenez bien qu'il y a des gens, et ça c'est important à comprendre, il y a des gens qui ont un LDL cholestérol bien plus élevé qu'1,60 g, donc une hypercholestérolémie authentique, et qui ne devront pas avoir de traitement hypolipémiant. Et il y a des gens qui ont un LDL cholestérol normal, donc en dessous d'1,60 g, et pour lesquels il faudra introduire un traitement médicamenteux hypolipémiant pour amener le LDL encore plus bas. Donc vous comprenez que la notion de normalité, elle ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. C'est avant tout une notion de valeur d'instauration d'un traitement hypolipémiant. Et tout le dossier d'aujourd'hui est basé sur ça, sur savoir quand est-ce qu'il faut introduire un médicament, quand est-ce qu'il ne faut pas introduire un médicament hypolipémiant. Alors quand est-ce qu'on doit introduire un traitement hypocholestérolémiant? Eh bien, il faut évaluer le risque cardiovasculaire global. C'est ça qui va vous permettre de dire à quel niveau de LDL cholestérol vous allez mettre un hypolipémiant. Et on doit se poser comme question, le patient est-il en prévention primaire? Autrement dit, est-ce qu'il a déjà fait un accident cardiaque? Deuxième question, est-ce qu'il est en prévention secondaire? Donc c'est l'inverse de première question. Est-ce qu'il a fait un problème cardiaque? Troisième question, est-il dans une situation d'équivalent de prévention secondaire? Alors c'est quoi cette notion d'équivalent de prévention secondaire? Les recommandations les ont définies de façon extrêmement rigoureuse. On parle de prévention secondaire donc en cas de coronaropathie, et on parle d'équivalent de prévention secondaire dans les trois situations suivantes. En cas d'antécédent personnel d'AVC ou d'artérite des membres inférieurs symptomatiques. Deuxième équivalent secondaire, c'est le diabète à haut risque. Je vous renvoie là aux recommandations où le diabète à haut risque est défini de façon précise, ce n'est pas n'importe quoi. Troisième situation qui est considérée comme un équivalent de prévention secondaire, c'est lorsqu'il y a un risque cardiovasculaire évalué à plus de 20% à 10 ans. Alors comment on évalue ce risque? Il y a aujourd'hui des équations qui permettent d'évaluer le risque cardiovasculaire à 10 ans. Je ne pense pas qu'on vous demandera d'utiliser cet outil au concours de l'ECN, parce qu'il faudrait vous donner la formule, qu'il y a beaucoup de formules. Mais retenez simplement qu'il y a quand même cette notion d'équivalent secondaire si on a un risque élevé au-dessus de 20%. Et dans ces 4 situations, le LDL cholestérol doit être inférieur à 1 gramme. Autrement dit, on doit introduire une statine dès lors que le LDL dépasse 1 gramme par litre. Donc vous voyez que il ne faut pas schématiser hypercholestérolémie égale traitement hypolipémiant, et si c'est normal, pas de traitement. La question que vous devez vous poser, c'est à quel niveau de LDL cholestérol le patient doit se situer en tenant compte de son risque cardiovasculaire global, que l'on va évaluer comme je vais vous le montrer maintenant, avec des critères bien précis qui, encore une fois, sont des critères donnés dans les recommandations de 2005. Premier critère à prendre en compte, l'âge. Âge supérieur à 50 ans ou âge supérieur à 60 ans, c'est un facteur de risque. Deuxième critère, antécédent familial de maladie coronaire précoce. Infarctus du myocarde ou mort subite chez une femme à moins de 65 ans, apparenté au premier degré, c'est-à-dire soit la mère, soit frère, sœur, soit une fille, ou bien un infarctus ou mort subite chez un homme de moins de 55 ans, apparenté au premier degré, donc soit c'est le père, soit le fils, soit le frère. Troisième facteur de risque, le tabagisme, y compris si le sevrage date de moins de 3 ans. Donc un patient qui a arrêté de fumer il y a 1 an, c'est un facteur de risque à prendre en compte pour évaluer le niveau auquel le LDL cholestérol doit se situer chez votre patient. L'existence d'une hypertension artérielle permanente, c'est-à-dire confirmée à plusieurs reprises. L'existence d'un diabète sucré est un facteur de risque. L'existence d'un HDL cholestérol en dessous de 0,40 g. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 et 6 éléments sont des facteurs de risque qu'on va prendre en compte pour savoir à quel niveau le LDL cholestérol doit se situer. Et si le HDL cholestérol est situé au-dessus de 0,60 g, on considère que c'est un facteur protecteur.
Alors maintenant, c'est très simple. On a les facteurs de risque à rechercher chez le patient. On va les compter. Et en fonction du nombre de facteurs de risque, eh bien, on va déterminer le niveau de LDL auquel on doit amener le patient. Donc s'il n'a aucun facteur de risque, eh bien, on introduit le médicament qu'au-delà de 2,20 g, un facteur de risque à 1,90, deux facteurs de risque 1,60, trois facteurs de risque 1,30. Vous comptez toujours le HDL cholestérol comme un facteur protecteur. Donc un patient qui aurait trois facteurs de risque, imaginons antécédents familiaux, précoces, un tabagisme, une hypertension, s'il a un HDL au-dessus de 10,60 g, eh bien vous enlevez un facteur de risque, il n'y en a plus que deux. Donc l'objectif chez ce patient, c'est 1,60. Vous démarrez un traitement hypolipémiant que si le LDL est au-delà d'1,60. Ces recommandations sont un peu compliquées à comprendre au départ, mais vous devez les connaître pour pouvoir répondre au dossier, et je pense que c'est tombable. Alors, dans le contexte de ce patient, quelles données de l'examen clinique manquent pour analyser la situation? Donc, le message qu'il y avait derrière, c'est que pour analyser la situation, c'est-à-dire savoir s'il faudra introduire un traitement hypolipémiant, il manquait des données. Il manquait quoi? Il manquait la mesure de la pression artérielle. Et vous aviez tous les points. Question numéro 2. Quelles données biologiques devraient également être fournies pour interpréter le bilan lipidique? Eh bien, c'est très simple. On l'a dit. Tout est basé sur le LDL cholestérol. Et vous avez vu que dans ce dossier, le LDL cholestérol ne vous était pas fourni. Donnez sa valeur après avoir montré comment vous pouvez l'évaluer. Vous devez connaître la formule de Friedewald qui vous permet d'évaluer le LDL cholestérol. LDL cholestérol est égal en grammes par litre est égal à cholestérol total en grammes par litre moins HDL cholestérol moins triglycérides sur 5. Dans le cas présent, c'était très simple, pas besoin de calculatrice. Vous tombiez sur 1,82 g. Donc on a maintenant le LDL cholestérol de ce patient. Question numéro 3. Interpréter les résultats du bilan lipidique. Donc maintenant que nous avons le LDL cholestérol, on peut l'interpréter. Il fallait dire que ce patient a une hypercholestérolémie. Il a un LDL cholestérol au-delà d'1,60 g. Mais n'oubliez pas qu'il avait une hypo-HDLémie. Il avait un HDL cholestérol en dessous de 0,40 g. Et n'oubliez pas qu'il avait une hypertriglycéridémie. Il avait des triglycérides au-dessus de 1,50 g. Vous devez connaître ces valeurs. Question numéro 4. Quelles mesures thérapeutiques mettez-vous en œuvre immédiatement? Alors là, il y a ceux qui se disent « Oh, une hypercholestérolémie, je mets un traitement ». Et puis il y a ceux qui se rappellent que dans les maladies chroniques et dans les facteurs de risque, eh bien on commence toujours par des mesures hygiéno-diététiques. Seul cas où on commence par les mesures hygiéno-diététiques, c'est si on est dans un cas d'accident vasculaire aigu, un infarctus, un AVC, où là, la statine doit être démarrée assez rapidement, dès la phase aiguë. On ne débute pas les mesures diététiques, on ne se donne pas de temps avant de démarrer la statine. Donc là, il fallait répondre mesures diététiques. Et là, je vous rappelle qu'il faut traiter une hypercholestérolémie, mais également une hypertriglycéridémie. Donc, perte de poids modérée, ça c'est pour les triglycérides. Régime équilibré, c'était pas coté, c'est un mot-clé que vous pouvez mettre, mais qui n'était pas coté ici. Pauvre en graisse saturée, c'est l'élément essentiel pour le traitement de l'hypercholestérolémie. On peut mettre quelques exemples dans cette. Ici, je n'ai pas tout coté, mais les exemples à citer, c'est le beurre, le fromage, vous pouvez rajouter ou les laitages gras, la charcuterie. Limitation des apports en cholestérol. Vous voyez qu'il n'y a qu'un point attribué à cette réponse. Retenez bien que le traitement de l'hypercholestérolémie sur le plan diététique, c'est d'abord diminution des graisses saturées. La diminution de l'apport de cholestérol, c'est secondaire. Pourquoi? Tout simplement parce que les 2/3 du cholestérol plasmatique sont fabriqués par le foie et ne sont pas du cholestérol alimentaire. Donc en diminuant l'apport en graisse saturée, on va avant tout diminuer la production ou l'élimination du cholestérol, mais en tenant compte du cholestérol fabriqué par le foie. Apport suffisant en fibres. Donc ça, c'est une mesure qui fait partie des recommandations officielles dans la prise en charge des dyslipidémies. D'abord parce que certaines fibres peuvent diminuer le cholestérol, et d'autre part parce que c'est un bon moyen de lutter contre les maladies cardiovasculaires et les facteurs de risque en général.
Apport suffisant en poisson, en fameuse oméga 3. On revient aux triglycérides, réduction de la consommation d'alcool et limitation des apports en aliments sucrés. Donc, si on résume, il y avait 4 mesures pour le cholestérol qui sont avoir un apport pauvre en graisses saturées, limiter les apports en cholestérol, l'apport suffisant en fibres et l'apport suffisant en poisson. Voilà les 4 recommandations pour le cholestérol. Et il y avait 3 recommandations pour les triglycérides, la perte de poids modérée, avec un régime équilibré, la réduction de la consommation d'alcool, la réduction des aliments sucrés. L'apport en fibres va également jouer sur les triglycérides. Et puis, dans tous les cas, il ne faut pas oublier l'augmentation de l'activité physique, parce qu'il y a l'alimentation, il y a la bouffe, mais il y a aussi l'activité physique, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est un élément qui est au moins aussi important que l'alimentation. Il faut faire attention à l'activité physique, au moins autant que l'alimentation, quand on veut se prémunir contre les maladies cardiovasculaires. Si vous aviez mis un traitement médicamenteux à cette question, bien entendu, c'est 0, c'est que vous n'avez pas compris le message qu'il y avait derrière cette question du dossier. Ce patient revient vous consulter 3 mois plus tard avec son nouveau bilan. Son poids est maintenant 80 kg, il a perdu 5 kg, il est fier. Sa pression artérielle est mesurée à 132,85, et donc il n'a pas d'hypertension artérielle. Je rappelle que l'hypertension c'est 140/90. Le bilan donne les résultats suivants. 2,40 de cholestérol, 0,42 de HDL. Donc vous avez vu qu'on est passé au-dessus de la barre de 0,40 g par litre. Triglycérides 1,40 g. Vous avez vu qu'on est passé en dessous d'1,50 g. Donc il a normalisé ses triglycérides. Et le LDL cholestérol est maintenant à 1,70 g. Autrement dit, il a diminué. Il était à un peu plus d'1,80 g initialement. Il est maintenant à 1,70 g. Prescrivez-vous un traitement médicamenteux hypolipémiant lors de cette consultation? Justifiez votre réponse. Et là, le monde se divise en 2 parties. Ceux qui connaissent les recommandations, ceux qui ne les connaissent pas. Ceux qui ne les connaissent pas auront certainement répondu, ben oui, il faut traiter. Il a un LDL élevé, il faut traiter. Ceux qui connaissent les recommandations ne tombent pas dans le piège et vont récolter tous les points, puisque il ne fallait pas prescrire de traitement hypolipémiant. Certes, il faut le mettre dans la question, il persiste une hypercholestérolémie, mais le LDL cholestérol est au-dessus du seuil d'introduction d'un traitement hypolipémiant. Donc je vous le disais, devant une dyslipidémie, vous vous posez la question, quel est le seuil d'intervention? À quel niveau de LDL il faut mettre le médicament? Chez ce patient, vous avez vu que ces facteurs de risque, eh bien, finalement, aujourd'hui, il n'en a aucun, puisqu'il a moins de 50 ans, il n'a pas d'hypertension artérielle, il n'a pas d'hypoagélémie, il n'a pas d'antécédent familial de coronaropathie précoce. Je vous rappelle que son père a fait un infarctus, mais à 75 ans. Il n'a pas de diabète. Et il ne fume pas, puisqu'il a arrêté de fumer il y a plus de 3 ans. Donc il n'a aucun facteur de risque. Et autant bizarre que cela puisse paraître, on doit introduire chez ce patient de statine que si le LDL dépasse 2,20 g. Alors à la limite, on aurait pu dire, oui, mais enfin le HDL est à 0,42, il était à moins de 0,40 il n'y a pas longtemps, il va peut-être revenir à moins de 0,40. Même dans ce cas-là, on aurait introduit le traitement hypolipémiant qu'au-delà de 1,90 g. Donc la réponse était clairement non. Vous aviez l'essentiel des points si vous mettiez non, et vous justifiez simplement en mettant que le LDL est en dessous du seuil d'introduction d'un hypolipémiant, et vous donnez le seuil à partir duquel il aurait fallu mettre le traitement hypolipémiant. Facile, si on connaît les recommandations. Il revient vous voir 2 ans plus tard, il n'a pas consulté depuis car tout allait bien pour lui. C'est toujours comme ça pour les facteurs de risque cardiovasculaire, on ne ressent rien, c'est comme la plomberie, ça se bouche. Et puis à un moment, ça lâche et ça fuit. C'est ce qui se passe quand on fume. C'est ce qui se passe quand on a de l'hypertension ou qu'on a du diabète. On ne ressent rien jusqu'au moment où tout explose. Alors il n'a pas consulté depuis car tout allait bien. Un bilan proposé gratuitement par son entreprise donne les résultats suivants. 2,20 g de cholestérol total, 0,37 de HDL. Donc son HDL a de nouveau baissé en dessous de 0,40 g. Les triglycérides sont à nouveau réaugmentés.
En revanche, 1,51 g de LDL cholestérol. Il vous dit qu'il fait toujours attention au régime anticholestérol. Il prend même des margarines anticholestérol vendues en grande surface. On a là un exemple typique d'un patient qui finalement a probablement repris un peu de poids avec le temps, mais qui a un peu intensifié son régime anticholestérol en y associant des margarines, ce qui lui a permis de maintenir un LDL cholestérol qui est maintenant normalisé, théoriquement normalisé, puisqu'il est en dessous d'1,60 g. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Question. Mais avant de la question, il nous manque quelques éléments. Il vous avoue avoir repris la cigarette depuis 1 an. Le poids est de 83 kg, donc c'est ce que je vous disais, il a repris 2 kg depuis la dernière fois. La pression artérielle est aujourd'hui mesurée à 135,85 après 5 minutes de repos, mais il est maintenant traité par un antihypertenseur, donc il a une hypertension artérielle qui a été introduite il y a 6 mois. Il ne prend en revanche aucun autre traitement actuellement. Ce petit message est pour vous dire qu'il n'a pas actuellement d'hypolipémiant. Comment est le bilan lipidique actuel? Eh bien, on va voir ce que ça donne. Et votre attitude thérapeutique change-t-elle? Justifiée. Le résultat du bilan lipidique nous montrait qu'il y avait donc une hypertriglycéridémie. Le LDL cholestérol dépasse 1,50 g. Une hypo-HDLémie puisque le HDL est en dessous de 0,40 g. Le LDL cholestérol, eh bien, paradoxalement, il est normal ici, mais il n'est pas à l'objectif chez ce patient. Vous vous rappelez que ce patient a maintenant une hypertension artérielle, il est fumeur, il a une hypo-HDLémie, c'est ce qui est repris ici. En plus, il n'est pas loin des 50 ans, mais enfin, il a encore 45 ans. Donc son objectif, 1, 2 et 3, ça fait 3 facteurs de risque, 1,90, 1,60, 1,30 g. Donc malgré le LDL cholestérol normal, il faut traiter ce patient, d'autant plus qu'il est probablement au maximum de ce qu'il est capable de faire en termes de régime anticholestérol. Il vous le dit. Donc il fallait introduire un hypolipémiant parce que le LDL n'était pas l'objectif et parce que le régime hypocholestérolémiant est déjà suivi. Et le traitement de choix en première intention, c'est une statine. Il y a plusieurs molécules dans la classe des statines. La torvastatine, la rosuvastatine, la fluvastatine, la simvastatine et la pravastatine. Vous choisissez parmi ces statines celle qui vous convient pour celle que vous connaissez comme traitement chez ce patient. À petite dose, toujours à petite dose pour démarrer. 7e question, vous avez décidé d'introduire la statine à ce patient. Comment surveillez-vous ce traitement? Donc on a commencé la statine à petite dose. Les éléments de surveillance sont d'abord l'efficacité du traitement avec un bilan lipidique à 4 semaines. Et puis ensuite, généralement, c'est un bilan annuel si tout va bien, si le bilan est à l'objectif. La tolérance du médicament, donc l'efficacité, la tolérance. Et la tolérance, elle est toujours clinique et biologique. Clinique, c'est les crampes musculaires. Est-ce que le patient a des crampes musculaires? C'est le principal effet secondaire gênant du médicament. Mais également, y a-t-il des anomalies transaminases? C'est un deuxième effet secondaire également qu'il faut connaître. Les cytolyses hépatiques. Donc les transaminases doivent être dosées à 4 semaines de traitement, entre 4 et 6 semaines de traitement. Et ensuite, surveiller le bilan lipidique et les transaminases, mais de façon annuelle. Pour les crampes musculaires, il n'y a pas aujourd'hui d'indication à faire un dosage systématique des CPK. Les CPK ne sont dosés seulement si il y a des crampes musculaires. Alors justement, crampes musculaires, eh bien, peu de temps après la mise en route du traitement, le patient signale des crampes musculaires. Quel examen lui demandez-vous? Eh bien, les CPK, c'est l'examen qui va vous permettre d'avancer, de savoir si on va, oui ou non, arrêter le médicament. Et il y a 2 cas de figure. Alors, premier cas de figure, le résultat de l'examen est normal. Les CPK sont normales. Déjà, on a un peu de temps, on va réfléchir, on va voir comment. Deuxième cas de figure, les CPK sont élevés. On arrête systématiquement la statine
si les CPK augmentent à plus de 5 fois la normale. Autrement dit, une petite augmentation des CPK, 2 fois, même 3 fois, voire 4 fois la normale, n'impose pas forcément l'arrêt du médicament si le patient n'a pas de douleur en tout cas. Donc le cas de figure où les CPK sont normales ou peu élevés est traité ici. Le patient a des crampes, mais dans le premier cas, les crampes sont très peu gênantes. Dans ce cas-là, on peut continuer le traitement. Deuxième cas de figure, les crampes sont souvent invalidantes. Dans ce cas-là, on arrête le traitement et on essaie un autre hypolipémiant et on peut essayer une autre statine. Ce n'est pas parce que le patient a des crampes avec une statine qu'il aura des crampes avec une autre statine. Donc retenez bien l'attitude à avoir face au problème des crampes musculaires, parce que c'est extrêmement fréquent et ça ne m'étonnerait pas que ça tombe un jour à l'ECN. Premier cas, premier problème, si les CPK sont au-delà de 5 fois la normale, on ne se pose pas de questions, on arrête le médicament. Deuxième cas, les CPK sont inférieurs à 5 fois la normale. Si le patient a des douleurs invalidantes, gênantes, on arrête le médicament, on le remplace par un autre médicament. On ne laisse jamais un médicament hypolipémiant qui a des effets secondaires gênants chez le patient, même s'ils ne sont pas forcément très dangereux sur le plan vital. Deuxième cas de figure, le patient n'est pas gêné ou est peu gêné, il vous dit que de temps en temps il a des crampes. Dans ce cas-là, vous pouvez dire qu'on peut continuer le traitement sous réserve que les crampes ne s'aggravent pas. Donc pour terminer avec ce dossier de lipides, quelques éléments importants pour la conduite à tenir. Première étape, étiqueter la dyslipidémie. Donc savoir quelles sont les anomalies, triglycérides, HDL, LDL. Deuxième étape, éliminer une dyslipidémie secondaire, c'est-à-dire liée à une cause. On le verra sur la diapositive suivante, quelles sont les principales dyslipidémies secondaires. Troisième étape, évaluer le risque cardiovasculaire global. On l'a vu, c'est ça qui va être l'élément clé de la décision thérapeutique, élément clé pour savoir à quel niveau on introduit le traitement et quel est l'objectif à atteindre en termes de LDL cholestérol. Et on évalue le risque avec les facteurs de risque que je vous ai montrés tout à l'heure. Quatrièmement, mesurer génodiététique. Il faut toujours les prescrire, même si vous décidez de mettre un traitement hypolipémiant, et il faudra les maintenir même sous traitement. Si nécessaire, donc le traitement médicamenteux, je vous le disais à l'instant, sans interrompre la prise en charge génodiététique. Et puis ne pas oublier, parce que les facteurs de risque cardiovasculaire, eh bien, ça va souvent ensemble. Et le problème, c'est que plus on en a, plus on est à risque. Il faut traiter les autres facteurs de risque cardiovasculaire. N'oubliez pas dans une copie éventuellement, sur un sujet de facteurs de risque cardiovasculaire, de parler des autres facteurs de risque cardiovasculaire, même si on ne vous en parle pas directement dans le dossier. Alors les causes de dyslipidémie secondaire, avant tout l'hypothyroïdie. Donc demandez systématiquement une TSH devant un premier bilan qui vous montre une hypercholestérolémie. Le syndrome néphrotique, donc le contexte en général vous oriente vers un syndrome néphrotique. Au moindre doute, vous demandez les examens qui s'imposent. L'insuffisance rénale chronique, même chose. Au moindre doute, on demande une créatininémie pour vérifier qu'il n'y a pas d'insuffisance rénale. La cholestase, là encore, généralement, il y a des éléments qui vous orientent, mais si nécessaire, vous demandez les examens biologiques nécessaires, voire à l'échographie hépatobiliaire. Et puis certains médicaments, comme notamment les œstroprogestatifs, qui peuvent donner des anomalies lipidiques. Donc, je ne pense pas que vous aurez de dossier spécifiquement basé sur une dyslipidémie secondaire, mais on peut éventuellement vous demander d'énumérer les causes de dyslipidémie secondaire. Donc je ne détaille pas plus.